Allez, go alors. Il est 14h34. Donc merci à vous d'être avec nous cet après-midi, avec donc BVA à nos côtés et le CRTNA. Donc pour cette présentation de l'étude de clientèle sur la fréquentation touristique en Nouvelle-Aquitaine. Donc une étude pilotée par la région Nouvelle-Aquitaine, et pour laquelle nous, à l'ADT, on a contribué techniquement et financièrement, et que vous, Office de tourisme, avez relayé, largement relayé. Donc on va le voir ensemble, j'imagine, en détail, mais voilà, on est à 750 séjours décrits à l'échelle du 64, un peu plus de 40 000, je crois, sur la région. C'est une enquête qui s'est déroulée entre juin 2019 et mars 2020. Voilà, et cet après-midi, donc on va avoir la présentation uniquement sur la partie qui nous intéresse, Pyrénées-Atlantiques, donc présentée par BVA, que nous accueillons avec nous cet après-midi. Avant cela, je vais laisser la parole à Damien sur Damien Saint-Pé, donc que vous connaissez tous à l'Observatoire, pour des éléments de cadrage en amont, en fait, avant de laisser la parole à BVA. Vous dire également que nous sommes enregistrés cet après-midi, donc je vais vous demander peut-être de couper vos micros et vos caméras pour optimiser l'enregistrement. Ça déshumanise encore un peu plus, mais c'est pour une optimisation de l'enregistrement. Voilà, on est parti pour 1h30 de réunion et bien sûr, on aura un temps d'échange à la fin avec grand plaisir. Voilà, Damien, tu veux reprendre non, si tu veux bien. Oui. Bonjour à tous, donc bienvenue. Donc on va vous présenter cette enquête de clientèle régionale. Donc en termes d'observation, c'est vrai que vous avez l'habitude de travailler avec nous, que ce soit sur des baromètres, des études de fréquentation ou même actuellement sur la réalisation de vos chiffres clés du tourisme. Donc c'est une méthode que nous utilisons surtout avec des bases de données, nous, à l'Observatoire 64. Et ici, nous allons présenter une enquête de clientèle qui est beaucoup plus axée sur le terrain et l'enquête vraiment face à face. Alors, ne vous étonnez pas s'il y a des différences sur certains indicateurs. Je pense notamment à la différence des hébergements marchands ou non marchands en termes de poids ou même la répartition français-étranger. C'est tout à fait normal car ce sont deux méthodes qui sont différentes. Or, le but, ce n'est bien évidemment pas de confronter ces deux méthodes, mais bien de les rapprocher. C'est-à-dire que maintenant que nous avons une base commune qui est l'année 2019, que ce soit sur l'enquête de clientèle ou sur les bases de données que nous avons à l'Observatoire, le but est donc, comme je le disais, vraiment de rapprocher les deux méthodes pour qu'on ait vraiment un socle commun qui est la base, qui est l'année 2019, qui est une année qu'on considère encore normale en termes de tourisme, pour pouvoir derrière faire vraiment un observatoire sur toutes les prochaines années avec une base qui est solide. Parce qu'il faut aussi qu'on ait en tête qu'on a la chance d'avoir une nouvelle fois une enquête de clientèle à l'échelle de notre département et de nos deux destinations. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourra faire chaque année ou même tous les 5 ans. C'est très compliqué de mettre en place. Donc, il faut se rendre compte de cette chance qu'on a aujourd'hui. Et du coup, derrière, il faut vraiment l'optimiser et l'exploiter au mieux possible pour pouvoir développer donc un observatoire, que ce soit à l'échelle de nos deux destinations ou même de vos territoires avec les partenariats et les packs observatoires que nous développons ensemble, que l'on ait vraiment donc, des données qu'on soit sûr et qu'on ait une base, vraiment un socle très solide pour pouvoir derrière les valoriser et les réutiliser, que ce soit en termes de communication ou vraiment en termes de ciblage marketing. Voilà. C'est vraiment pour vous sensibiliser que s'il y a des écarts, ne vous étonnez pas, c'est normal. BVA, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde, on va se présenter rapidement puisqu'on est 4 représentants de BVA autour de la table. Donc je suis désolé, je commence par moi. Fabien Guillemot, co-directeur de l'activité transport tourisme de BVA. Donc je suis en charge du pilotage global de l'étude, ce qui veut dire que moi je n'ai rien fait, que c'est mes collègues qui ont travaillé. Et nous avons donc autour de la table Stéphane Dubos, ici présent, qui va partager la présentation avec moi, qui a assuré avec Fabien Mouquet, qui est à distance, le pilotage opérationnel réel de cette enquête au long cours. Et puis Myriam Nadiri, à nos côtés, qui a contribué à la rédaction des rapports, des livrables, et qui a beaucoup travaillé pour le traitement des données et pour la restitution que nous allons vous faire aujourd'hui.
Donc, le décor étant planté, voici donc les éléments qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va faire un petit rappel méthodologique qui est important pour que vous compreniez comment on a travaillé à l'échelle de la région et plus précisément dans votre département. On verra ensuite les grands résultats, donc les données de cadrage de l'étude, et après on va détailler, vous le voyez, les caractéristiques de la clientèle, les caractéristiques des séjours, notamment tout ce qui concerne l'hébergement. On va parler dépenses, au sens dépenses directes générées par les visiteurs lors de leur séjour dans votre département. De manière plus qualitative, ensuite, on va travailler sur les éléments de fidélité, de satisfaction sur un certain nombre de critères. Donc, c'est autant de leviers que vous pouvez activer par la suite pour favoriser les visites des touristes sur votre territoire, et puis des éléments de synthèse. Alors, bien sûr, ça a été dit en introduction, on est sur une année particulière puisque donc, cette enquête a démarré au printemps 2019 pour se finir au début du printemps 2020. Bien entendu, on a tous en tête ce qui s'est passé depuis. Voilà, donc il faut se reprojeter dans le monde d'avant, on n'aime pas trop cette expression, et puis imaginer comment finalement avec ce type d'enseignement, avec ce type d'études, on peut contribuer à la réflexion qui permettra de sortir de la crise et de préparer les éléments de fréquentation des mois qui viennent et des années qui viennent. Donc, pour vous dire comment on a procédé, donc évidemment, c'était une enquête qui était mise en œuvre de manière homogène à l'échelle de la nouvelle région, donc de la Nouvelle-Aquitaine, qui faisait suite à une enquête qui avait eu lieu en 2015 sur l'ancien territoire aquitain. L'objectif global, il est très simple, c'est établir une photographie sur une année complète de la totalité des pratiques touristiques, entendant par là donc la totalité des personnes qui passent une nuit sur le territoire néo-aquitain sans que ce soit son domicile principal. Ça veut dire qu'on a là-dedans des touristes qui sont des résidents de la région, des touristes français n'habitant pas la région et bien entendu des touristes internationaux. Et on s'intéresse à la totalité des pratiques, c'est-à-dire les touristes de loisirs, les touristes affaires, les touristes qui mixent les deux, que ces personnes viennent seules, en couple, en famille, entre amis, avec des collègues, etc. Donc c'est vraiment la vision la plus globale possible que l'on cherche à obtenir. Et pour obtenir cette vision la plus globale possible, on travaille aussi à l'échelle d'une année complète. Alors ça ne veut pas dire qu'on a récolté des questionnaires tous les jours, toute l'année, pendant 365 jours, mais on a construit un échantillon de dates représentatives de toutes les périodes de l'année et également un échantillon de lieux qui nous permet de capter des pratiques touristiques à l'échelle de tous les territoires, donc évidemment de tous les départements, et puis vous concernant en particulier à l'échelle des deux bassins sur lesquels on a travaillé. Donc la méthodologie, elle était multiple dans la mesure où on s'est avant tout appuyé sur un dispositif face à face, c'est-à-dire des enquêteurs qui étaient sur le terrain et qui avaient pour mission de solliciter des personnes donc, sur des lieux de villégiature, sur des lieux de haute fréquentation touristique, dans des villages, près de marchés par exemple. Et la manière dont on a procédé, comme on le fait sur d'autres territoires, c'est que ces enquêteurs avaient pour première mission de qualifier l'individu qui se présentait à eux pour savoir si c'était un touriste éligible ou pas. Évidemment, quand on est sur un marché, on croise aussi des gens qui habitent à proximité qui ne sont pas éligibles à l'enquête. Donc cette première partie de filtre étant passée, l'enquêteur proposait un questionnaire papier aux gens qui étaient en mesure de le remplir immédiatement. On a aussi procédé en récupérant des adresses mail pour envoyer des questionnaires a posteriori. Et puis on a complété ce dispositif par une enquête web, une enquête par Internet à destination des habitants de la région à grande échelle. Et puis on a également sollicité des partenaires qui ont eu la possibilité de distribuer des questionnaires pour finalement augmenter la volumétrie, sachant de toute façon qu'une fois qu'on a constitué la base globale, chaque territoire, chaque saison a été redressé de manière à éviter les biais de sélection et faire en sorte donc que chaque territoire, chaque période de l'année retrouve son poids global dans la fréquentation touristique. Voilà, donc on a travaillé, on l'a dit tout à l'heure, depuis le printemps 2019 jusqu'à la fin du printemps 2020. Il est évident qu'on a été embêté à la fin de la période d'enquête, puisque c'est le moment où le confinement de mars 2020 est arrivé. Donc il y a une petite couverture supplémentaire qui a été gérée par le comité régional du tourisme, par l'équipe de Philippe, à travers une prestation confiée à la société Potluck pour récupérer via les réseaux sociaux des éléments de pratique touristique sur les toutes petites semaines qui nous manquaient pour finaliser notre dispositif sur 12 mois.
Donc au global, à travers tous ces dispositifs, on a recueilli, vous le voyez, un peu plus de 36 000 questionnaires pour décrire les pratiques touristiques à l'échelle de la région. On a toujours un petit volet de questionnaires que l'on élimine parce que les réponses sont contradictoires, ne sont pas acceptables en l'état. Donc on a traité un peu plus de 34 000 questionnaires, sachant que dans certains de ces questionnaires, plusieurs séjours pouvaient nous être décrits. Donc au total, on a près de 41 000 séjours décrits pour construire nos analyses et vous présenter aujourd'hui ces résultats. Donc vous concernant sur les Pyrénées-Atlantiques, nous sommes sur près de 8 000 séjours décrits qui alimentent nos bases sur tous les lieux et toutes les saisons. Donc voilà, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà les types de lieux sur lesquels on est intervenu. Donc je le disais tout à l'heure, avant tout des lieux de fréquentation, mais également des lieux de transit. C'est la raison pour laquelle on a intégré à l'échantillon des gares ou des aéroports. Donc vous concernant, on a 2 plateformes aéroportuaires dans le département 64 qui ont été intégrées à l'enquête. Et puis vous avez sur la carte à droite la totalité des lieux, chacun étant pondéré par les séjours où des visiteurs sont passés durant l'année, pour montrer la répartition sur la totalité du territoire. Donc là, évidemment, cette carte traduit aussi le poids de chaque territoire dans la fréquentation touristique, mais pour nous, il était bien sûr très très important de couvrir la totalité des pratiques, et sans vouloir être trop caricatural, du petit village de la Creuse jusqu'aux plus grandes agglomérations de la région. Voilà. Et pour terminer sur cette partie méthodologie, donc bien sûr, il s'agissait de répartir nos questionnaires tout au l'année. Donc vous voyez que chaque période a été associée à une volumétrie importante. Alors attention, soyez vigilants, je le dis d'entrée, vous voyez qu'on a maintenu des appellations printemps, été, automne et hiver. On n'est pas dans les collections, dans l'univers de la mode. Soyez simplement prudents, puisque printemps, été et automne sont dans notre approche ici associés à des périodes de 2 mois. Donc le printemps, c'est mai plus juin. Ce qu'on a appelé l'été, c'est juillet plus août. L'automne, c'est septembre plus octobre. Et l'hiver, ce sont donc les 6 mois qui restent de novembre à avril. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez qu'on a 2300 séjours décrits l'hiver contre un peu timidé en automne. On est donc sur 6 mois d'hiver contre 2 mois d'automne. Donc c'est tout à fait homogène. En tous les cas, le point important, encore une fois, c'est d'assurer une collecte qui couvre la totalité de la période d'enquête, avec une volumétrie importante et significative. Et de la même manière par nationalité, donc là on ne décidait pas, on n'a pas fixé de quota. Il est évident qu'on avait aussi pour mission à travers nos enquêteurs de pouvoir solliciter tout type de touristes, quelle que soit la langue parlée. Les enquêteurs étaient bilingues, voire trilingues. On leur fournit également une carte qui leur permet de solliciter des touristes dans des langues qu'ils ne connaissent pas. Toujours est-il, vous le voyez ici, qu'en termes de nationalité, on a bien sûr un énorme volant de Français, mais on a des touristes internationaux avec des Britanniques, des Espagnols, des Allemands, des Nord-Américains, des Néerlandais, des Belges, des Suisses, et puis plus globalement, des clientèles internationales qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent de partout. Pour finir, donc, alors ça n'est pas le cas sur tous les départements, mais dans votre territoire, on a donc 2 bassins sur lesquels on a pu sortir des résultats. Donc, évidemment, à chaque fois, il faut qu'on ait assez de matière pour pouvoir publier des résultats, mais avec leur spécificité, on peut travailler chez vous à l'échelle donc de ces 2 bassins, du Pays Basque et du Béarn. Et donc, on verra que la plupart des résultats seront présentés sur chacun de ces 2 territoires. On verra les spécificités de l'un et de l'autre. Alors, évidemment, à travers ce genre de présentation, parfois, on enfonce un peu des portes ouvertes sur certains types de résultats, mais l'important, c'est quand même de quantifier tous ces éléments qu'on a souvent en tête. Bien sûr qu'on a tous des a priori, et vous, ça ne sont pas que des a priori, parce que vous êtes au cœur des territoires et que vous connaissez pertinemment les éléments de fréquentation. Mais le point important, c'est pouvoir mettre des chiffres, des quantités derrière tous ces comportements de clientèle, derrière tous ces séjours réalisés, et pouvoir justement mettre en regard ce qui se passe dans le Béarn, ce qui se passe au Pays Basque et comment se constitue globalement la fréquentation. Un dernier mot très technique, et je ne le détaillerai pas énormément, mais évidemment, une fois que nous avons collecté nos milliers de questionnaires, l'idée, c'est de redonner à chaque type de fréquentation, chaque territoire, chaque mode d'hébergement, quand on a l'information, son poids réel dans la fréquentation. Pour ce faire, je passe les détails, mais on a utilisé, vous le voyez ici, tout un tas de sources de données communiquées par le CRT,
donc via nos enquêtes et puis donc des sources d'informations de fréquentation aéroportuaire, les données du SDT bien entendu, des données de l'INSEE sur la fréquentation touristique. Et c'est en mixant toutes ces informations complémentaires et parfois même contradictoires que nous arrivons à donner un poids à chaque enquête pour reconstituer la fréquentation par saison, par bassin, travailler sur l'hébergement, etc. Donc ce sont les éléments que nous allons vous présenter maintenant. Et je vais, pour ma part, céder la parole à Stéphane pour la première partie. Donc, je vais débuter en vous présentant tout d'abord les grands indicateurs du tourisme dans votre département. Alors, le tourisme en Pyrénées-Atlantiques, c'est quoi? C'est 4,2 millions de visiteurs à l'année, soit 14% des séjours annuels observés à l'échelle de la région. C'est près de 25 millions de nuitées contre les 182 millions à l'échelle de la région. C'est un peu plus de 3 millions de nuitées étrangères, 4 millions de nuitées auprès de primo-visiteurs de la région. Attention, on n'est pas sur les primo-visiteurs de votre département, mais bien sur les primo-visiteurs de la région. Et peu ou prou 2 milliards d'euros de retombées économiques générées par le tourisme dans votre département. Globalement, sur l'ensemble de ces indicateurs, on se situe entre 10 et 15% du global région. En termes de séjour, vous vous positionnez en troisième département à l'échelle de la région, derrière la Charente-Maritime et la Gironde. Et en termes de nuitées, également troisième, quatrième, avec des volumes de nuitées relativement proches par rapport à ce que l'on observe sur le département des Landes. Comment ça se décompose à l'échelle des deux bassins qui nous intéressent, à savoir le Béarn et le Pays Basque? 1,3 million de séjours réalisés sur l'année écoulée dans le bassin Béarn, 3,3 millions au sein du Pays Basque, 18 millions de nuitées pour le Pays Basque, 6,5 millions pour le Béarn, 2,4 millions de nuitées étrangères pour le Pays Basque et un peu moins d'1 million pour le Béarn, 3 millions de nuitées primo-visiteurs au Pays Basque, 1 million dans le Béarn, et 1,5 milliard d'euros générés au Pays Basque et 0,4 milliard pour le Béarn. Globalement, on est sur l'ensemble de ces indicateurs sur un ratio de 1/4 de l'ensemble des éléments côté Béarn, 3/4 côté Pays Basque. On s'est intéressé par la suite au tourisme sédentaire et itinérant. On l'a vu, les touristes ont visité certes les Pyrénées-Atlantiques, mais ont-ils également visité d'autres lieux dans la région, d'autres départements? Donc sur les 4,2 millions de séjours réalisés, 84% ne se sont bornés qu'aux frontières de votre département. 16% ont profité de leur séjour dans votre département pour étendre leur visite sur d'autres départements de la région. On est sur des proportions équivalentes si on s'intéresse aux nuitées, avec 86% des nuitées bornées à vos frontières et 12% qui se sont diffusées un peu plus loin dans la région. En termes de période de séjour, donc, je redis ce que vous a dit Fabien, ce qu'on appelle hiver ou hors saison, c'est la longue période qui va de novembre à avril. La période, ce qu'on appelle saison, c'est de mai à octobre, et qui intègre notamment la période estivale, juillet-août. Donc, un tiers des séjours réalisés le sont sur la période hivernale ou le hors-saison, et 2 tiers sur la période sur la saison. On est dans des proportions équivalentes à ce que l'on observe à l'échelle de la région. La période estivale, que regroupe juillet-août, c'est quasiment un tiers des séjours. Cette proportion, sur l'été, monte à 41% pour les étrangers. Donc, 4 visiteurs étrangers sur 10 qui sont venus dans votre département l'ont fait durant les mois de juillet et d'août. Donc ça, on est en termes de séjour. En termes de nuitées, les proportions sont quelque peu différentes. On est 3/4 des nuitées réalisées en saison et 1/4 réalisées hors saison. Le plus long. Vous le voyez ici en bas, notamment sur la période estivale, on est sur des séjours qui durent en moyenne près de 9 jours. 4,2 pour ce qu'on peut appeler l'avant-saison, les mois de mai et juin, 5,5 pour l'après-saison, et sur la période, ce qu'on appelle l'hiver, novembre à avril, on est sur des séjours
qui durent en moyenne 4,6 nuitées. Qu'est-ce que je peux rajouter ici? Les dépenses également. On voit ici les niveaux de dépenses générés par les touristes sur chacune des périodes concernées. Donc, les dépenses les plus importantes sont observées sur le printemps, ce qu'on appelle le printemps et l'automne, mais ça va de pair avec les durées de séjour plus faibles. Au printemps, on est à 85 € en moyenne par jour et par personne, mais alliés à des séjours qui sont légèrement supérieurs à 4 jours. On est moindre sur l'été, avec en moyenne 70 € générés par touriste et par jour, mais là sur des séjours qui durent en moyenne 9 jours. On le verra un peu plus tard à l'échelle de ce qu'on peut considérer comme le budget du séjour. C'est vraiment très différenciant, ces éléments sont très différenciants. Si on fait un focus à l'échelle des étrangers, on voit qu'on perd 10 points d'étrangers sur le hors-saison. Donc, je vous l'ai dit, on était à 1/3 de séjours hors saison. Si l'on se focus sur la population des étrangers, on tombe à 1/4. Si l'on souhaite focuser maintenant sur le département du Béarn, cette période de hors-saison, de novembre à avril, est en tendance plus propice à des séjours dans ce bassin que ce que l'on observe à l'échelle du département dans son ensemble. Donc, si l'on s'intéresse au lieu de séjour, donc je vous l'ai dit, le Pays Basque, c'est 72% des séjours, 74% des nuitées, quand le Béarn, c'est 28% des séjours, 26% des nuitées. En termes de durée de séjour, on est relativement proche, avec des séjours de 5,6 nuits en moyenne à l'échelle du Pays Basque et 5,0 à l'échelle du Béarn. Petite subtilité ici, on a un peu de scrupule à couper les touristes en deux, et de fait, une personne qui aurait visité à la fois le Pays Basque et à la fois le Béarn apparaît à part entière dans chacun des deux bassins, ce qui explique le fait que la somme des séjours réalisés dans le Pays Basque et la somme des séjours réalisés dans le Béarn ne soit pas égale à l'ensemble des séjours réalisés dans le département. À l'échelle du département, ces personnes qui visitent les deux bassins comptent pour un individu. À l'échelle des bassins, ils comptent pour un individu dans chacun des bassins qu'ils ont visités. Là où, juste une remarque, quand on parle de fréquenter les deux bassins, ça veut dire qu'ils ont bien passé une nuit au minimum dans chacun des deux bassins. Ce n'est pas juste une excursion à la journée. Un point très discriminant entre les deux bassins, malgré des durées de séjour que l'on a vues relativement proches, un écart se creuse au niveau des dépenses observées par jour et par personne, avec un delta de l'ordre de 16 € de plus en faveur du Pays Basque. Et on peut aisément penser que le coût du littoral n'est pas neutre dans ce différentiel. Si l'on s'intéresse maintenant à l'origine de la clientèle, je vous l'ai dit, on interrogeait tous les touristes, que ce soit des touristes intra-régionaux, c'est-à-dire vivant dans un des départements de la région, ou des touristes extra-régionaux, c'est-à-dire résidant dans le reste de la France ou même à l'étranger. Donc, 1/3 des séjours réalisés dans les Pyrénées-Atlantiques sont le fait de touristes intra-régionaux. Donc, intra-régionaux, attention, on n'est pas dans les intra-départementaux. Donc, ce n'est pas uniquement des gens des Pyrénées-Atlantiques qui séjournent chez vous. On est bien là à l'échelle intra-régionale, donc une diffusion qui peut provenir de l'ensemble des départements de la région. Cette part d'intra-régionaux est d'autant plus forte si l'on s'intéresse au bassin du Béarn, où là, on est quasiment en séjour, un séjour sur deux qui est généré par un habitant de la région au sein du département du Béarn. En termes de nuitées, on est de l'ordre de 3/4 des nuitées pour les extra-régionaux et 1/4 pour les intras. À l'échelle du Béarn, aussi, prédominance des intra-régionaux avec 35% des nuitées réalisées par les intra-régionaux dans ce bassin. Quelques éléments discriminants. Si l'on s'intéresse à la période estivale, les extra-régionaux, qui sont au global, qui représentent 2/3 des séjours à l'année, grimpent à quasiment 8 séjours sur 10 sur la période estivale. À l'inverse, sur l'hiver, on a une prédominance des intra-régionaux, puisqu'ici, les séjours générés par des extras
ne représente plus que 55% des séjours, soit 10 points de moins que ce que l'on observe à l'année. En termes de profil de ces deux sous-populations, les intras et les extras, on s'aperçoit de durées de séjour relativement éloignées. En moyenne, une personne résidant dans la région aura séjourné dans votre département 4,4 nuits, quand une personne externe à votre département, que ce soit française ou étranger, aura séjourné près de 7 nuits. En termes de dépenses, bien que les séjours soient beaucoup plus longs pour les extra-régionaux, la dépense par jour et par personne, elle aussi, est beaucoup plus élevée. On peut penser que cela provient notamment de la part des séjours réalisés en hébergement non marchand, qui est de fait plus important chez les intras que chez les extras. Ça permet juste de rebondir sur une question qui a été posée dans la discussion donc, et qui a été, à laquelle Philippe a apporté une réponse. Donc, les personnes en résidence secondaire sont bien intégrées, comme les autres touristes, à notre dispositif. Désolé, je ne vois pas les questions. Donc, voilà les grands indicateurs, les grandes données de cadrage. Si vous n'avez pas de questions, on va poursuivre avec maintenant les caractéristiques de cette clientèle qui visite votre département. Et en premier lieu, se focuser sur leur origine. Donc, en séjour, un peu plus d'un touriste sur 10 qui séjourne dans votre département est un résident étranger. On est sur des ratios peu ou prou équivalents à ce qu'on observe à l'échelle de la région. On est à 11% de séjours étrangers à l'échelle de la région, on est à 12% chez vous. Cette proportion d'étrangers est le plus fort sur la période estivale, car on monte à 16% d'étrangers au sein de votre département sur ces mois de juillet et août. Et à l'inverse, surreprésentation des touristes français sur ce qu'on a appelé l'hiver de novembre à avril, où on est quasiment à plus de 9 séjours sur 10 réalisés par la clientèle française. On est au niveau des Français, on est sur des durées moyennes de séjour de l'ordre de 6 nuits et de 6,4 nuits pour les étrangers. Élément très discriminant entre ces deux sous-populations, c'est le niveau de dépenses, avec des étrangers qui viennent et qui ont décidé de profiter pleinement de la région en dépensant de l'ordre de 100 € par jour et par personne dans les frontières de votre département. Si l'on se focus sur les origines détaillées de vos touristes, donc on l'a vu, 88% des touristes sont issus de la France, un tiers réside en Nouvelle-Aquitaine et on retrouve ensuite l'Île-de-France, 15% des touristes proviennent de cette région-là. Et ensuite, nous avons les régions limitrophes que sont l'Occitanie avec 14% des séjours générés dans votre département et dans une moindre mesure les Pays de la Loire avec 4% des séjours et l'Ora avec 5% des séjours générés au sein de votre département. Donc là, on était sur une base globale des touristes. Si l'on souhaite se focuser plus en détail sur la population française, la population française, c'est quoi? C'est 3,7 millions de séjours générés dans les Pyrénées-Atlantiques à l'année, 22 millions de nuitées générées dans ce même département à l'année, avec 40% des séjours initiés par des néo-aquitains, 17% par des touristes d'Île-de-France, 16% par des Occitans, et dans une moindre mesure, j'avais déjà dit, on retrouve avec 5% l'Ora et les Pays de la Loire. Si l'on s'intéresse maintenant aux clientèles étrangères, les clientèles étrangères, c'est 1,5 million de séjours et plus de 3 millions de nuitées. On a ici les principaux bassins émetteurs que sont l'Espagne, qui génère près d'un tiers des séjours réalisés par des étrangers au sein de votre département. On retrouve ensuite le Royaume-Uni, 17%, et l'Allemagne, 13%. À eux trois, ces pays représentent en gros 2 tiers des pays qui fournissent des touristes dans votre département. On retrouve ensuite USA, Canada dans une moindre mesure, les Pays-Bas, la Belgique, on est à 6%, etc., etc. Mais vraiment,
ce qui est marquant ici, c'est 2/3 des touristes de votre département sont issus d'une de ces 3 régions que constituent l'Espagne, le UK ou l'Allemagne. Même chose si l'on s'intéresse ici par bassin. Donc, au niveau de la clientèle française, c'est ce que vous avez ici. Peu de surprises. On a un classement qui est identique pour le Pays Basque et le Béarn, avec les néo-aquitains précédant l'Île-de-France, l'Occitanie et en second derrière Auvergne-Rhône-Alpes ou Pays de la Loire. Un point important, c'est la première population est bien la Nouvelle-Aquitaine à l'échelle du Pays Basque, mais c'est 27% des nuitées. La Nouvelle-Aquitaine, à l'échelle du Béarn, c'est 40% des nuitées générées par les touristes français. Donc, bien que le classement de ces grands bassins émetteurs soit identique, on est quand même dans des proportions qui diffèrent fortement. L'Île-de-France, c'est 25% des nuitées à l'échelle du Pays Basque. On tombe à 15% à l'échelle du Béarn. Au niveau des populations étrangères, là aussi, on est sur un classement relativement proche, avec toujours notre trio de nationalités émettrices, à savoir l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne. L'Espagne, c'est 1/3 des nuitées générées dans le Pays Basque, 24%, 1/4 des nuitées générées dans le Béarn. Le Royaume-Uni arrive en deuxième avec une proportion relativement équivalente que l'on s'intéresse au Pays Basque ou au Béarn. Et l'Allemagne aussi en tendance plus présent en proportion sur le Pays Basque, 15%, quand ça correspond à moins d'un touriste étranger sur 10 au sein du Béarn. Si l'on s'intéresse à la structure des visiteurs, donc on est vraiment sur du tourisme hautement familial. Si l'on agrège les séjours réalisés en famille et en famille avec amis, on est quasiment à 1 séjour sur 2 au sein de votre département. Quelques différences en termes de saison notamment, surreprésentation des personnes venues seules sur la période hivernale. On peut penser qu'il s'agit soit de tourisme professionnel, soit de tourisme affinitaire. Sur septembre-octobre, les couples représentent un peu plus d'1/3 des séjours. Donc, cette arrière-saison qui est très prisée des couples. Et sur la période estivale, là où on était à 42% de séjours réalisés en famille à l'échelle de l'année, on monte à 55% sur les mois de juillet et août. En moyenne, on est sur une taille de groupe qui avoisine les 3 personnes. Et ça, que l'on s'intéresse au Pays Basque ou au Béarn. En tendance, on retrouve plus de couples au sein du Pays Basque et plus de séjours entre amis. À l'inverse, sur le Béarn, on retrouve une surreprésentation des personnes venues seules et des familles. Quand on entend famille ici, on agrège bien entendu les familles et les familles avec amis. Au niveau de l'âge de la clientèle, une clientèle essentiellement ce qu'on appelle major, la moitié des séjournants ayant entre 26 et 55 ans. Globalement, sur cette pyramide des âges, avec près d'1/3 de juniors, près de la moitié de majors et près d'1/5 de seniors, on est sur des proportions relativement équivalentes à ce que l'on observe à l'échelle de la région. Les juniors, on a une légère surreprésentation sur la période estivale, et les seniors, légère surreprésentation, ici on le voit, sur l'arrière-saison, où ils représentent 34% des séjours quand il n'était que 22% des séjours à l'échelle de l'année. Au niveau des bassins, qu'est-ce que l'on observe? On observe notamment sur le Béarn une surreprésentation de cette population que l'on considère de major, notamment au détriment de la population des seniors. Au niveau de la CSP du répondant, on est à près d'1 séjour sur 2 initié par une CSP+. Cette proportion monte à 63% si on se focus sur les touristes étrangers provenant du UK. 25%, 1/4 des séjours réalisés par des CSP-, et un peu moins d'1/3 par des inactifs. La partie inactive est essentiellement guidée par la présence des retraités.
globalement, sur la CSP des individus, on est relativement proche que l'on s'intéresse au bassin Pays Basque ou au bassin béarnais. Je vous propose maintenant d'aborder les caractéristiques du séjour avec Fabien. Merci. Donc effectivement, dans cette partie, on va détailler tout ce qui constitue les séjours de vos visiteurs avec les modalités de prise de renseignements et de réservation. On parlera des motifs, on parlera de tout ce qui a contribué à la venue, à la motivation des touristes et bien sûr un gros volet sur les modes d'hébergement qu'on va détailler tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, des éléments d'information. Donc, sur la partie gauche, vous avez ici les vecteurs que les touristes ont utilisés pour se renseigner en vue de réaliser leur séjour. Alors, on a listé un nombre de catégories qui correspond à toutes les pratiques d'aujourd'hui, avec beaucoup de richesse dans ces informations. Ce qu'on observe, évidemment, c'est le bouche à oreille, qui continue à bien fonctionner, puisque 36% des touristes indiquent que c'est comme ça qu'ils ont pris des renseignements avant leur séjour, sachant que vous voyez qu'on distingue à chaque fois la totalité des séjours et l'hébergement marchand. Mais même pour de l'hébergement marchand, le bouche à oreille fonctionne encore pour 28% des séjours décrits. On a bien sûr tout en bas du graphique des touristes qui ne se sont pas informés. Il est évident qu'on a des personnes qui vont dans des résidences secondaires, chez des amis ou autres types de pratiques qui n'ont pas besoin d'accéder à de l'information. Donc ça représente 18% de la totalité des séjours réalisés et encore 10% pour l'hébergement marchand, pour des gens qui ont des habitudes probablement. Et puis, de manière plus globale, même si c'est plus diffus sur la représentation, c'est bien sûr la prédominance d'Internet qu'on va retrouver à peu près partout, sur tous les autres modes d'information, quand on s'adresse aux agences de voyage, chez les hébergeurs, même d'ailleurs dans les structures professionnelles, l'Office du tourisme, syndicat d'initiative, etc. Sur tous ces vecteurs-là, on a une possibilité d'accès par Internet. Et puis, on a des modes d'information qui sont spécifiques au web, avec par exemple les plateformes de réservation. Et vous voyez qu'on a listé tout un tas de plateformes particulières, celles qui arrivent à se démarquer plus que les autres étant Airbnb. On a également des plateformes type Booking. Alors là, on n'a pas volontairement mis toute la liste, c'était compliqué, donc on a agrégé, mais ça représente, vous le voyez, autour de 10% des prises de renseignements et 15% pour les cas d'hébergement marchand, donc quasiment 1 sur 6. Donc voilà un peu toute la richesse d'accès à l'information. Et puis quand il s'agit de réserver son séjour, c'est ce qu'on a sur la partie droite. Là, il y a une espèce de recentrage des pratiques avec les plateformes professionnelles type Booking dans près d'un quart des cas, avec les plateformes entre particuliers qui représentent plus du quart de ces réservations, 27%, directement auprès de l'hébergeur, 18%, et puis via donc les structures locales, Office du tourisme, syndicat d'initiative, CDT ou CRT, pour plus de 10% des cas, on est à 12% précisément. Donc voilà un peu la richesse de ces vecteurs qui sont finalement activés par les touristes selon leurs connaissances, selon leur intensité de pratique dans votre département. Donc, si on résume ces informations, on voit, donc, je le disais tout à l'heure, le poids d'Internet. Donc, 65% des réservations de mode d'hébergement se font via Internet. C'est légèrement moins qu'à l'échelle de la région, puisque sur la région, on est à 68%. Et finalement, c'est le téléphone qui tire son épingle du jeu, donc qui n'est pas du tout majoritaire, mais qui représente plus du quart des réservations, 27% précisément, quand on est à 22% sur la région. Bien sûr, des spécificités selon les types de touristes, avec des étrangers qui vont privilégier Internet, 78%, donc 13 points de plus que la moyenne, et des Français qui, au contraire, peuvent se tourner en tendance légèrement plus vers le téléphone. Localement, on observe aussi quelques particularités. Donc, sur le Pays Basque, on va retrouver des résultats très proches de ce qu'on a vu au global, parce que Stéphane l'a dit, le Pays Basque pèse pour les 3/4 des pratiques touristiques à l'échelle du département. Et puis, sur le Béarn, par aussi la nature des séjours qui sont réalisés, vous voyez qu'on a un plus grand passage par le vecteur téléphonique, 36%, au détriment d'Internet qui tombe à 55%. Donc c'est une spécificité béarnaise en termes de mode de réservation de l'hébergement. Et puis en lien avec les types de pratiques que Stéphane a détaillées par saison, on voit la particularité du plein été, donc juillet-août, où Internet tire son épingle du jeu avec près de 70% des réservations. C'est aussi lié au poids des modes d'hébergement marchands durant cette saison.
et puis, comme je le disais tout à l'heure, aussi au poids des étrangers dans la fréquentation touristique estivale. Alors, les motifs du séjour, on est strictement équivalent à ce que nous avons mesuré à l'échelon régional, puisque 92% des séjours sont réalisés pour un motif personnel, avec les catégories que l'on va détailler, et 8% pour motif professionnel. Donc, c'est exactement le chiffre qu'on retrouve à l'échelon régional. Sur la partie professionnelle, je vais l'évacuer rapidement. Donc, vous voyez les types de pratiques que l'on avait détaillés, à la fois donc, des contacts professionnels, des rendez-vous, des séminaires, des congrès, des colloques, des conventions, des salons ou d'autres motifs professionnels. Donc, tout ça, mis bout à bout, représente 8%. Quand on détaille, et c'est plus intéressant, les séjours pour motifs personnels, on a une énorme prédominance de tout ce qui est vacances, loisirs et agréments, 58%, et particulièrement au Pays Basque, où cette proportion monte donc aux 2/3 des séjours réalisés, 66%. L'affinitaire, visite à de la famille ou à des amis, représente un gros quart des pratiques à l'échelon du département, et cette proportion, cette fois-ci, va être accentuée sur le Béarn avec 47%. Les autres sont relativement marginaux. Vous le voyez, on est quand même allé dans le détail avec des motifs liés au pèlerinage religieux. On a tout ce qui est cure thermale, etc. Mais ce sont des motifs beaucoup plus secondaires par rapport aux deux grandes familles, vacances, loisirs, agréments et affinitaires. Dans le détail, on a demandé à nos touristes quelles étaient les motivations qui les avaient fait venir donc, dans le département et dans la région plus généralement. Donc, ce qu'on voit, c'est que les premières catégories sont très liées à l'environnement finalement local, aux belles possibilités qu'offre votre département. Donc, la mer, l'océan, la montagne, le soleil, le climat et globalement la douceur de vivre. De toute façon, on dresse une liste de qualités, donc à la limite, on ne sait pas où s'arrêter. Donc, la mer et l'océan sont cités en priorité. Évidemment, tout ça peut se cumuler. Chaque touriste interrogé pouvait nous citer plusieurs éléments de motivation. Donc, près de 60% de citations pour la mer et l'océan. Et cette raison a été citée par 1/3 des touristes comme motivation principale pour leur venue. La montagne, donc, à 36% et 14% comme motif prioritaire. Ensuite, on a donc des éléments qui décroissent, mais qui traduisent finalement la richesse des propositions touristiques de votre département à travers la gastronomie, à travers des villes et des villages, à travers du patrimoine, etc., etc. Je le disais, on ne saurait où s'arrêter. Donc voilà pour cette hiérarchie. Et quand on regarde les spécificités donc, plus locales, on va retrouver des choses qui sont en lien avec tous les éléments qu'on vous a déjà présentés. Alors, en termes de motifs personnels et professionnels, on est sur un équilibre entre les deux bassins, 91-92% de motifs personnels. On retrouve en revanche des spécificités quand on rentre dans le détail, puisque notamment l'affinitaire, on le montrait déjà tout à l'heure, va devenir le motif le plus important sur le Béarn à 46%, quand il n'est que de 21% sur le Pays Basque. Donc il y a une vraie bascule entre les vacances, loisirs et les voyages d'agrément et l'affinitaire entre les deux bassins qui constituent votre département. Sur les éléments de motivation, on retrouve des particularités, mais qui sont très liées aux caractéristiques des territoires, avec la mer et l'océan à 40% de motivation principale sur le Pays Basque, et le Béarn avant tout porté par des éléments liés à la montagne, mais aussi à l'affinitaire, comme on le disait à l'instant, donc 15% des motivations premières de venue dans le Béarn, un séjour sur 6, sont liées à de l'affinitaire. Et ces motivations, on s'aperçoit que quand on les décline par catégorie de touristes via leur nationalité, on a des choses relativement proches. En tous les cas, la mer et l'océan arrivent en tête à des degrés relativement proches chez tout le monde, à l'exception des Néerlandais qui vont privilégier, nous disent-ils, la découverte des villes et des villages qui constituent votre département. Et la mer et l'océan, du coup, tombent à 15%, donc ce qui est 2 à 3 fois inférieur à ce qu'on observe chez les autres nationalités, particulièrement chez les Allemands qui se démarquent avec près de la moitié des motivations principales liées à la mer et à l'océan. Le mode d'hébergement, donc évidemment, c'est un constitutif fondamental des séjours réalisés par les touristes. Donc, qu'est-ce qu'on observe de manière globale? Première chose, c'est le poids de l'hébergement marchand, puisqu'il
Il constitue 60% de la totalité des séjours et vous le voyez, c'est légèrement supérieur à ce qu'on observe à l'échelle de la région puisque sur la totalité de la région de Nouvelle-Aquitaine, on est à 57%. L'hébergement non marchand, donc c'est le complémentaire, 40% en léger retrait. On va retrouver malgré tout comme principal mode d'hébergement la résidence principale de parents ou d'amis. Donc finalement, quand on regarde sur les sous-catégories, c'est bien dans du non-marchand qu'on a la catégorie la plus représentée avec ces résidences principales de parents ou d'amis. Et les résidences secondaires, on le disait tout à l'heure, elles sont bien incluses dans notre étude. Elles représentent 12% des séjours réalisés. Sur le marchand, on va retrouver le grand triptyque habituel, location meublée, hôtel, camping, avec près d'un quart des séjours réalisés en meublé, un peu moins de 20% en hôtel, un peu plus de 10% en camping, le reste étant un peu plus marginal, mais les résidences de tourisme, malgré tout, pèsent pour 6% de ces séjours. Une petite précision, mais on va y venir en nuitée, puisque là on était en séjour, donc on va basculer à la page suivante. Pour observer le léger décalage quand on passe en nuitée, puisque le marchand représente 58% des nuitées, c'était 60% des séjours. Le non-marchand, donc 42% des nuitées pour 40% des séjours. On retrouve parmi le non-marchand des poids assez équivalents des résidences principales de parents ou d'amis ou des résidences secondaires par rapport à ce qu'on a vu en séjour. En revanche, sur le marchand, on s'aperçoit par exemple que les locations meublées qui étaient à 22% des séjours montent à 26% des nuitées. À l'inverse, l'hôtel qui représentait 18% des séjours tombe à 11% en nuitée, tout ça étant lié donc à des durées de séjour plus courtes en hôtel. Et une dernière particularité qu'on a mise en évidence parce qu'on voulait avoir de l'information sur des pratiques en développement et plutôt marginales à l'échelle des territoires. Vous voyez ce qu'on a qualifié donc d'échange d'appartements et de couchsurfing avec des volumétries globales d'à peu près 80 000 nuitées générées par ces deux types d'hébergements non marchands. Des spécificités par bassin qui vont bien sûr correspondre à ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc avec une inversion des tendances entre le marchand et le non marchand. Donc 66% de nuitées en hébergement marchand au Pays Basque, 38% uniquement dans le Béarn, et donc dans le Béarn, ce sont bien ces hébergements non marchands qui sont majoritaires à 62%. Par saison, on va observer le poids sur la post-saison, donc sur l'automne de l'hébergement marchand. C'est là qu'il atteint son maximum à 70%. L'été, sur juillet et août, on est relativement équilibré avec 57-43 en faveur de l'hébergement marchand. Et puis, bien sûr, une particularité au-dessus, là, selon l'origine des touristes, avec des Français qui, globalement, sont un peu plus présents sur du non-marchand, 44% par rapport à la moyenne, bien sûr, et des étrangers qui, eux, vont être aux 3/4 sur de l'hébergement marchand. On a beaucoup évoqué les durées de séjour, donc voilà dans le détail comment tout ça se constitue. Stéphane l'avait indiqué, on est sur une durée de séjour moyenne sur le département de 5,9 jours. Et néanmoins, on observe ici que près de la moitié des séjours sont considérés comme courts, c'est-à-dire une nuitée, 2 nuitées ou 3 nuitées. Tout ça représente 43% des séjours, avec en particulier entre 15 et 20% pour des séjours qui correspondent à des week-ends ou des week-ends longs de nuit à 3 nuits. Les séjours intermédiaires de l'ordre de la demi-semaine à la semaine représentent un tiers, donc 4 à 7 nuits, 31%, et les séjours les plus longs représentent un quart des séjours, avec en particulier 8% des séjours qui vont au-delà de la quinzaine. Et puis, donc, Stéphane avait affiché tout à l'heure les résultats par bassin, donc des durées de séjour légèrement plus longues au Pays Basque, 5,6 jours contre 5 dans le Béarn, et on voit particulièrement la prédominance des séjours courts dans le Béarn avec 47%, donc contre 43% au global. Et puis, dernière particularité, puisque Stéphane l'avait aussi évoqué, on a des séjours qui concernent les deux bassins de votre département, et de manière assez logique, les touristes qui ont l'occasion de séjourner dans les deux bassins ont des durées de séjour un peu plus longues, puisqu'elle est supérieure à 8 jours ou 8 nuits. On peut ici voir comment se répartissent ces durées de séjour selon les grands éléments qui caractérisent les touristes et les séjours, justement. Donc, par saison, pour montrer, mais on l'avait déjà vu en introduction, que
les durées de séjour l'été, donc sur juillet et août, sont beaucoup plus longues que le reste de l'année, avec près de 9 nuitées. Les étrangers qui sont présents un peu plus longtemps que les Français, donc avec une nuit et demie d'écart. Et par nationalité, alors c'est assez logique, c'est ce qu'on constate souvent, les touristes les plus éloignés, donc ici les Nord-Américains, ont des durées de séjour beaucoup plus importantes, donc de l'ordre de 8 nuitées par séjour. Et puis, vous voyez en bas l'impact du mode d'hébergement avec des séjours en hôtel qui sont relativement courts, une demi-semaine, 3 nuitées et demie, et puis un paquet autour de 6 à 7 nuitées qui va concerner la totalité de l'hébergement marchand ou non marchand en moyenne, et le camping en particulier qui tire son épingle du jeu avec des séjours un petit peu plus longs. Un point ici sur les modes de transport. Donc, il s'agit non pas des modes que les touristes utilisent au sein du département ou de la région, mais bien du mode qui est utilisé pour quitter la région au moment où on rentre chez soi. Donc, tout ça est très porté aussi par les infrastructures et les possibilités offertes en termes de dessertes ferroviaires ou de liaisons aéroportuaires. En tous les cas, donc, ce sont les modes individuels, voitures et motos qui sont les plus utilisés dans près de 7 cas sur 10, 69% des cas. La route, au total, ce sont les 3/4 des modes utilisés pour quitter la région. Donc, au-delà de la voiture et des motos, il y a quelques camping-cars et quelques bus ou autocars. Pour le reste, donc, vous êtes quand même un département qui propose des solutions de desserte via le ferroviaire ou l'aérien. Et chacun des deux pèse à peu près autant, donc 12% pour le TGV et le train, 11% pour l'avion. Oui, je n'insiste pas sur les spécificités locales. On voit notamment chez les étrangers le recours à l'avion qui est beaucoup plus important que chez les Français. Je parlais d'enfoncer des portes ouvertes en début de présentation. Là, je suis en plein dedans. Un détail sur les activités pratiquées. Donc là aussi, on voulait une grosse richesse d'informations. C'est pour ça qu'on a proposé beaucoup de types d'activités pour voir comment nos touristes s'inscrivent. Et on s'aperçoit en lien un peu avec les motifs que l'on évoquait tout à l'heure, qui sont très liés à l'environnement dans votre département, le poids de ces activités finalement assez basiques que vont être le repos, le farniente, cité dans plus de la moitié des cas par nos touristes. Tout ce qui est relatif au littoral avec les plages et les baignades, 40% des cas. De la randonnée, de la promenade, évidemment, qui peut se réaliser à la fois sur le littoral, mais aussi dans l'arrière-pays pour 40%. Et puis des éléments plus liés au patrimoine avec les villages, les cités de caractère, cités dans près d'un tiers des cas. Et en termes de pratiques un peu, alors cyclo, pas forcément toujours sportive, le vélo, qui est cité dans près d'un tiers des cas également. On retrouve ensuite de manière légèrement plus secondaire les monuments, les musées, les grottes, le shopping, parce qu'il faut aussi générer des dépenses dans la région, l'accès à des sites naturels, à des espaces protégés, etc. Donc là encore, une grande richesse de pratiques sur votre territoire à travers tout ce qu'il peut proposer, mais finalement des choses assez, je le disais, assez basiques, repos, farniente, plage et baignade, qui sont très majoritaires. Les pratiques que l'on observe dans le détail, donc l'été, là aussi, sans grande surprise, plage, baignade prend la tête avec 62%, mais le repos, le farniente n'est pas très loin. Les séjours longs donc, vont se caractériser là aussi par du repos farniente majoritaire à 61%. Et on voit le poids du vélo que l'on retrouve un peu partout, quels que soient les types de séjours, et particulièrement l'été. Selon les caractéristiques des touristes, on va retrouver donc des éléments de plage et de baignade autour de 50% chez les Britanniques et les Allemands. On voit que le repos et le farniente est plus apprécié des Britanniques que des Allemands, mais ça se joue à 1 point. Bon, en tous les cas, on retrouve des grandes masses qui sont toujours les mêmes. Et puis, l'important, c'était de voir comment tout ça se constituait aussi par bassin. Donc, repos farniente, ça reste l'activité pratiquée majoritairement dans le département. Ça fait un peu brutal quand je le dis comme ça, par les touristes en tous les cas. Donc, pour une grosse moitié des activités invoquées. Et puis, on voit bien sûr la spécificité de la plage et de la baignade sur le Pays Basque, 46%, mais aussi les villages et les cités de caractère. Quand sur le Béarn, on va trouver tout ce qui est randonnée, promenade et vélo qui vont vraiment se démarquer. Rentrons dans le volet des dépenses. Donc, je le redis, il s'agit ici des dépenses directes générées par les touristes à l'intérieur du département et de vos territoires,
et on exclut dans cette analyse ce qui est lié au transport pour venir dans la région. Donc, s'il y a des frais de transport au sein de la région, ils seront comptabilisés, mais l'avion, le train ou les dépenses d'autoroute pour rejoindre le lieu de séjour ne sont pas prises en compte ici. Donc Stéphane, vous avez présenté les grands chiffres. Donc on est à un peu plus de 76 € par jour et par personne à l'échelle du département sur toute l'année. Et vous pouvez observer à gauche le détail par poste pour montrer ce que pèse l'hébergement. Donc l'hébergement, c'est 36% de ce volume de dépenses avec un peu plus de 27 € par jour et par personne. Donc sur la totalité des deux bassins, sur toute l'année, on verra tout à l'heure le détail. Cette somme, elle est également constituée de restauration quand ils étaient ouverts dans l'ancien temps. Donc 21% des dépenses sont liées à la restauration, ça représente en moyenne 16 € par jour et par personne, et viennent derrière des achats alimentaires à hauteur de près de 13 €. Ensuite, des loisirs, des achats de biens durables et des transports au sein de la région pour 5 à 7 € pour chacun de ces postes. Donc voilà comment sont constitués ces 76 € par jour et par personne. Observons déjà que c'est un montant qui est significativement supérieur à ce qu'on observe au niveau de la région, puisque sur la région, on est à un peu moins de 67 €. Donc il y a, si on exagère un peu, près de 10 € d'écart par jour et par personne en faveur de votre département. Les spécificités locales, Stéphane les avait déjà indiquées. Donc on est à plus de 80 € par jour et par personne au Pays Basque, à 64 sur le Béarn. Et on voit principalement le poids de l'hébergement, puisqu'on est du simple au double entre Béarn et Pays Basque, avec 16 € par jour et par personne d'hébergement au Béarn, 31 € au Pays Basque. Les autres postes sont relativement équivalents, que l'on s'intéresse aux achats alimentaires, à la restauration ou aux trois derniers critères. Ici, ces postes de dépenses, notamment l'hébergement, sont la moyenne du marchand et du non-marchand. Donc, en gros, on moyennise des dépenses d'hébergement avec des dépenses à zéro sur ce pôle constitué par le non-marchand. Alors, voilà les grandes particularités que nous avons observées. Stéphane l'avait déjà montré. Sur l'été, on a des dépenses moyennes par jour et par personne qui sont inférieures pour plusieurs raisons. Il y a des durées de séjour qui s'allongent et donc un amortissement de certains frais qui se fait de manière plus efficace. Il y a aussi, par exemple, le poids du camping avec des dépenses qui sont inférieures. On le verra dans d'autres circonstances. En tous les cas, donc on voit aussi en dessous la distinction entre Français et étrangers. Donc les étrangers dépassent les 100 € par jour et par personne lors de leur séjour, donc sur la totalité des saisons. Et on voit en particulier, comme on l'a vu pour la durée des séjours tout à l'heure, des Nord-Américains qui vont se démarquer avec des dépenses de 10 € supérieures aux autres clientèles européennes, voilà, qui traduisent des niveaux de vie, des niveaux d'exigence. Et puis, le distinguo entre non-marchand et marchand, évidemment, il est fondamental puisque la dépense d'hébergement est importante. Donc, on est à près de 100 € par jour et par personne quand on est sur du marchand, moins de 50 €, donc 45 précisément, sur du non-marchand. Donc, au total, et là aussi, Stéphane vous l'avait indiqué, on est sur des retombées économiques directes dans le département de près de 2 milliards d'euros, 1,9 milliard exactement, avec 1,5 milliard au Pays Basque et 400 millions pour le Béarn. Et finalement, vous avez la traduction en volume des chiffres qu'on a présentés précédemment, avec notamment l'hébergement, donc qui génère au total 700 millions d'euros sur le 1,9 milliard de retombées économiques. On a ensuite, donc, vous le voyez, les achats alimentaires pour 300 millions d'euros et la restauration pour 400 millions d'euros sur le département. Par saison, c'est bien sûr l'été qui arrive en tête avec 800 millions d'euros sur les 2 mois de juillet et août, donc qui correspond, en exagérant un petit peu, à près de la moitié des dépenses générées sur le département. Ces indicateurs de dépenses, on les traduit aussi en termes de budget par séjour et par personne. Donc l'idée finalement, c'est de tenir compte de la durée de séjour. On multiplie le budget, la somme dépensée par jour et par personne par le nombre de nuitées. Et on observe ici donc le poids de l'été, donc 605 € de budget moyen par personne à l'échelle du département. On voit la distinction à nouveau entre Français et étrangers, donc de 400 et quelques euros pour des Français à près de 700 € pour des étrangers. Et là, on va retrouver des Allemands
finalement, qui coiffent de très loin les autres nationalités. Donc, on voyait tout à l'heure que par jour et par personne, c'était les Nord-Américains qui étaient en tête. Finalement, quand on multiplie par la durée du séjour, ils rentrent un peu dans le rang, ils sont à 642 € et ce sont les Allemands qui ont les dépenses de séjour globales les plus importantes. Et pour le marchand-non marchand, on retrouve des ratios de l'ordre de ce que l'on a vu précédemment. Et je vais laisser Stéphane reprendre la main. Donc maintenant, on va aborder la fidélité à la région ainsi que les critères de satisfaction. Tout d'abord, la fidélité, alors je le reprécise, la question était tournée ainsi, c'est avez-vous déjà séjourné dans la région Nouvelle-Aquitaine? Donc on n'est pas sur une part de primo ou de repeaters au sein du département, mais bien à l'échelle de la région. Donc au sein du département 64, 79% des visiteurs ont déjà séjourné au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Un tiers d'entre eux ont déjà réalisé 2 à 5 séjours dans la région et près de la moitié plus de 5 séjours. Donc on est vraiment sur une population de visiteurs, si j'ose dire, assez expérimentés de la destination, puisque la moitié d'entre eux sont déjà venus plus de 5 fois dans les alentours. À l'échelle des bassins, on est sur des proportions relativement proches, avec 79% de repeaters pour le Pays Basque, 81% pour le Béarn, donc relativement proche. En tendance, où est-ce qu'on retrouve le plus de primo-visiteurs? Logiquement au sein de la population des touristes étrangers, mais également sur l'arrière-saison, cette période de septembre-octobre que l'on a caractérisée déjà en amont. Même chose, mais cette fois-ci sur le littoral. 3/4 des visiteurs du département nous ont déclaré avoir déjà séjourné sur le littoral aquitain, sur l'ensemble du littoral aquitain. Un tiers y ont réalisé de 2 à 5 séjours et plus d'un tiers, un gros tiers, y ont réalisé plus de 5 séjours. Pardon. Au niveau de la satisfaction, un taux qui pourrait faire pâlir les plus grands dictateurs, on est à 99% des touristes qui se déclarent satisfaits du séjour réalisé au sein de la région. Au-delà de ce taux de 99%, c'est la part de très satisfaits, donc l'échelle maximale, qui est de 57%. Donc, près des 2 tiers des touristes se déclarent pleinement et entièrement satisfaits du séjour qu'ils ont réalisé au sein de la région. En tendance, des touristes plus satisfaits sur la période du printemps, au niveau des étrangers, au niveau des primo-séjournants, sur les personnes ayant séjourné en hébergement non marchand ou lorsque la cellule de voyage se compose d'amis. Et en tendance, je ne sais même pas si je peux dire moins satisfait, une part de très satisfait, on va dire un peu moindre, sur la période estivale, sur les séjours réalisés en famille avec amis, sur les séjours réalisés pour motifs professionnels ou sur le camping. Donc là, on était sur une impression globale du séjour réalisé. Ensuite, on a étudié différentes dimensions. Donc, on s'aperçoit que les niveaux de satisfaction observés sur la plupart de ces dimensions sont également très, très élevés. On est à plus de 9 touristes sur 10 sur la quasi-totalité des dimensions évaluées, avec parmi les éléments mis en exergue par les répondants, c'est l'intérêt et la diversité des sites qu'offre votre territoire, la qualité de l'environnement, l'accueil dans les lieux de visite, et ensuite, plus globalement, beaucoup de dimensions liées à l'accueil. On a l'accueil dans les hôtels, on a l'accueil dans les hébergements restaurants, dans les commerces, l'accueil de la population. Voilà, toutes ces dimensions sont très bien évaluées. Là où ça pêche un peu, c'est l'organisation du stationnement et les parkings, où là, seulement 3/4 des répondants se déclarent satisfaits de cette dimension. On a calculé un indice. Cet indice, c'est quoi? C'est en fait, il a pour vocation de minorer les dimensions intermédiaires, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des touristes qui se déclarent très satisfaits ou pas du tout satisfaits à l'inverse, et on prend uniquement la moitié des touristes qui se déclarent satisfaits et peu satisfaits, et ce calcul nous donne un indice
qui, communément, dès lors qu'il est supérieur à 50, signifie qu'il est un niveau très bon, de 30 à 60, un niveau assez bon, et moins de 30, qui est considéré comme un niveau mauvais. Donc là, on voit que la plupart des dimensions, au travers de cet indice, dépassent le niveau excellent. On a des indices, un indice global qui monte à près de 80, et l'indice le plus faible qui est de 36 pour l'organisation du stationnement et les parkings, mais qui reste malgré tout dans une fourchette que l'on considère de assez bon. On n'a aucune dimension qui est considérée comme mauvaise parmi celles que l'on a évaluées au sein de votre territoire. Donc cet indice, on l'a transposé à l'échelle du département, à l'échelle du Pays Basque et à l'échelle du Béarn. Donc en tendance, on a des résultats qui sont relativement proches. Si l'on souhaitait mettre des éléments en exergue, c'est ici où l'indice est considéré comme très bon pour le Pays Basque et assez bon pour le Béarn, sur les dimensions que constituent l'accueil de la population, les activités sportives, la propreté des sites, la qualité de confort de l'hébergement. Donc, donc c'est ici que ça diffère un peu selon les deux bassins, mais on reste malgré tout sur des niveaux très positifs. Et même pour le Béarn, même si on est dans la catégorie assez bon, on est relativement proche de ce que l'on considère comme de l'excellent. Ces indices de satisfaction transposés sur les grandes populations que l'on a suivies tout au long du rapport, cet indice de satisfaction, il est au plus haut sur la période printanière en avant-saison, un peu plus bas sur la période automnale. Globalement, des étrangers légèrement plus satisfaits que la clientèle française. L'hébergement non marchand qui génère une satisfaction supérieure aux marchands. Et on l'a vu en tendance, le Pays Basque générant un indice légèrement supérieur au Béarn. Au niveau des nationalités, à souligner l'indice auprès des Espagnols qui est relativement en deçà de la moyenne et plus globalement des autres nationalités que l'on peut observer, que constituent les Belges, les Pays-Bas ou les Nord-Américains, les Allemands et le UK. On a essayé de transposer l'ensemble de ces dimensions sur un mapping. Donc, sur l'axe des abscisses, on a essayé de transposer le niveau de satisfaction envers chacune de ces dimensions. Et sur l'axe des ordonnées, on a essayé de transposer la contribution de chaque élément à cette satisfaction globale. En gros, sur les dimensions qui seront en bas de l'axe des ordonnées, si on joue sur ces dimensions, cela n'aura que peu d'impact sur la satisfaction globale des touristes. Et dès lors que les dimensions sont classées en haut au niveau de l'ordonnée, dès lors qu'on arrive à optimiser la satisfaction sur cette dimension, cela va forcément se retranscrire sur le niveau de satisfaction globale. Donc là, on l'a vu, le niveau de satisfaction était de l'ordre de 99%. Donc, ce que l'on va chercher à traduire, c'est vraiment les drivers qui peuvent vous pousser à l'excellence et en gros faire de la transformation des satisfaits vers la population des très satisfaits. Donc, ce que l'on considère comme atout pour la destination, c'est les dimensions qui sont très bien évaluées et qui contribuent très fortement à la satisfaction globale de la région. Donc, ici, on met notamment en exergue l'accessibilité du lieu de séjour et l'accueil de la population. Ce que l'on considère comme levier d'amélioration, c'est des dimensions qui sont en tendance moins bien évaluées que la moyenne et malgré tout qui sont importantes pour le répondant et qui viennent fortement impacter la satisfaction globale. Donc, parmi ces drivers d'optimisation et ces drivers qui permettent de tendre vers l'excellence, on a les activités culturelles et de loisirs, les activités sportives, les activités pour les enfants et la qualité des transports. Voilà. Donc ensuite, à surveiller, c'est des dimensions qui sont moins bien évaluées que la moyenne, mais qui, pour l'heure, ne sont pas considérées par les répondants comme importantes et comme prépondérantes dans la satisfaction globale. Mais c'est à surveiller car dès lors que
ces critères prendraient de l'importance dans l'esprit des répondants, vu qu'ils sont mal évalués, cela pourrait impacter négativement votre satisfaction. Et les critères à maintenir, c'est des critères qui sont globalement très bien évalués, mais qui, pour l'heure, ne sont pas primordiaux dans l'esprit du répondant. On a ce même mapping au niveau de la population française. On retrouve les mêmes atouts que constituent l'accessibilité du lieu. L'accessibilité, on en a parlé, avec 2 aéroports au sein du même département, des gares ferroviaires. Voilà, une accessibilité très forte dans votre département. L'accueil de la population qui est souligné ici. Et d'autres éléments qui constituent des atouts. C'est assez rare pour le souligner parce que c'est une dimension sur laquelle d'habitude les répondants sont plutôt critiques. C'est le rapport qualité-prix de l'hébergement et l'accueil dans l'hébergement et les restaurants. On retrouve parmi les leviers d'amélioration toujours cette envie, ce besoin d'activité et d'occuper son séjour avec les activités culturelles et de loisirs, les activités sportives et les activités pour enfants. On a la même chose au niveau des étrangers. Les étrangers, ici on est sur un mapping qui diffère un peu de ce que l'on a pu observer au global et notamment vers les Français, avec l'intérêt et la diversité des sites. L'accessibilité du séjour, il est tellement important pour les étrangers qui sort du mapping. Vous l'avez ici tout en haut. Donc c'est vraiment un élément très constitutif de la satisfaction globale au niveau des étrangers. Qu'est-ce qui peut être optimisé? C'est les transports. D'une part, l'organisation du stationnement et les parkings, que les étrangers jugent complexes, ils l'évaluent globalement assez mal, et pourtant, dans leur esprit, c'est relativement important, tout comme la qualité des transports. Si l'on se focus sur l'hébergement marchand, on a les mêmes critères, l'accessibilité, l'accueil de la population, on a l'intérêt et la diversité des sites aussi qui apparaît, et toujours, dès lors qu'on est en hébergement marchand, bon, probablement même quand on est en hébergement non marchand, mais on cherche à diversifier son séjour, on cherche à s'occuper au travers de les mêmes choses, les activités culturelles de loisirs, les activités pour les enfants, etc., etc. Pour le non marchand, l'accueil de la population qui est vraiment mis en exergue par les touristes ayant séjourné en hébergement non marchand. Parmi les points d'amélioration, les leviers d'amélioration, il est souligné ici le rapport qualité-prix de la restauration et toujours cette dimension qui est globalement moins bien évaluée que le reste, l'organisation du stationnement et des parkings. Donc, si l'on souhaite synthétiser tout ce qu'on s'est dit, on va synthétiser rapidement parce que je vois que l'heure tourne et si on veut laisser quelques minutes pour poser des questions, pour débattre, de toute façon, ce sont des résultats que l'on a vus au cours de la présentation. Donc, pour mémoire, hein, les grands chiffres de la fréquentation touristique sur cette année 2019, donc autour de 4,2 millions de séjours pour près de 25 millions de nuitées, une répartition entre les deux bassins en faveur du Pays Basque, donc qui représente quasiment les 3/4 des séjours et des nuitées, 74% pardon, des nuitées. Et puis, en termes de saison, le poids des 2 mois du cœur de l'été, juillet et août, avec 45% des nuitées et des séjours qui sont plus longs. Rapidement, donc, le poids du marchand, on l'avait vu, 60% d'hébergement marchand sur la totalité du département, une durée de séjour qui frise les 6 jours. Et puis, le point important, ce sont les dépenses, donc près de 2 milliards d'euros générés directement par les touristes au cours de leur séjour, avec ce que l'on a vu que pèse l'hébergement dans cette somme. Et donc, j'insiste quand même sur ça, c'est un indicateur, la dépense par jour et par personne, qui est supérieure à ce qu'on observe sur la totalité de la région. Donc, si on synthétise de manière très, très grossière, si on a 10 touristes pris aléatoirement dans votre département, nous trouverons sur ces 10 touristes un étranger pour 9 Français et quand même 4 néo-aquitains. Donc, on voit le poids qui a été souligné des intra-régionaux dans la fréquentation touristique de votre département. Un tourisme qui se fait en famille ou en famille avec des amis dans la moitié des cas. On a vu autour de 60% de séjours liés à l'agrément, vacances, agrément. Et malgré tout, le poids du tourisme affinitaire, dont on a bien vu qu'il était très porté par le Béarn. Et puis, on a vu donc à 60% le poids de l'hébergement marchand,
avec en particulier les locations meublées. Mais n'oublions pas, j'ai insisté tout à l'heure là-dessus, que finalement, en termes très détaillés, c'était les résidences de parents ou d'amis qui étaient le mode d'hébergement le plus fréquemment cité. Voilà, je vais passer rapidement sur ces indicateurs et puis Stéphane vient de le détailler quand même, le niveau de satisfaction, ça c'est quelque chose qui est très fort sur votre territoire et c'est quelque chose qu'on a vu à l'échelle de la région, donc un niveau de satisfaction qui justifierait presque qu'on crée une échelle encore supérieure pour appréhender l'excellence au-delà des très satisfaits. Donc c'est quand même quelque chose qui est absolument remarquable sur votre territoire. Globalement, sur le tourisme, on est toujours sur des touristes qui sont satisfaits de leur séjour. Là, ce qui est vraiment discriminant, c'est cette part de très satisfaits qui est vraiment très importante. On a souhaité mettre l'accent, et je veux le faire rapidement, sur 3 ou 4 catégories de visiteurs. Donc les touristes étrangers, avec une petite surreprésentation des personnes qui viennent seules, avec donc une fréquentation estivale très marquée. 41% des séjours étrangers sont en juillet et août contre 30% au global, avec le poids de l'hôtel bien entendu, avec aussi des primo-visiteurs qui sont supérieurs, quasiment le double de ce qu'on observe au niveau de la région, mais qui montrent quand même que 60% des séjours réalisés par des étrangers sont le fait de personnes qui étaient déjà venues. Donc les primo-visiteurs sont supérieurs à la moyenne, mais ne représentent entre guillemets que 41% du total, et sur des populations plutôt aisées, plutôt CSP+, et qui restent plus satisfaites que la moyenne à l'issue de leur séjour. Les primo-visiteurs, donc 20% à peu près du total, on va retrouver notamment là-dedans des touristes professionnels, donc de manière plus marquée que la moyenne, et également une surreprésentation des étrangers, leur proportion double par rapport au total, des réservations par Internet, et puis finalement une clientèle qui est moins strictement présente l'été. On voit notamment le poids de l'automne avec 22%. Voilà, les touristes professionnels, donc avec des séjours très courts, hein, dans un tiers des cas, ils sont là uniquement une nuit, ils privilégient l'hôtel dans les 3 quarts des cas, réservation par téléphone. Et c'est là, on l'a vu dans les graphiques que Stéphane a montré, qu'on a un taux de satisfaction qui décroît un petit peu. Donc on met bien seulement, entre guillemets, 46% de très satisfaits. Et enfin, les personnes qui viennent en famille ou en famille avec des amis, donc là, fréquentation très estivale, des séjours qui vont augmenter, 8 nuits ou plus dans un tiers des cas, contre un quart en moyenne. Des motifs personnels, évidemment, dans la quasi-intégralité des cas, une surreprésentation de la location de meublés, et des pratiques tout à fait agréables de plage, de baignade, dont on tarde à se réjouir à nouveau. Et 2 observations pour terminer. La première, c'est que cette présentation faisait 64 pages, et je crois que c'est vraiment notable. Bon, je ne dis pas qu'on fera ça pour tous les départements, mais vous concernant, c'était absolument parfait. Puis je vais remercier mes collègues de proximité, Fabien qui est à distance, Myriam et Stéphane. Myriam avec les couleurs des fêtes de Bayonne et Stéphane avec celles de Mont-de-Marsan, même si nous sommes basés à Toulouse. Donc je vous remercie et à votre disposition pour des questions éventuelles. Moi, je voudrais remercier aussi l'équipe des BVA au nom du CRT pour tout le travail qui a été fourni pour les Pyrénées-Atlantiques, mais aussi pour les 12 départements de la région. Ça n'a pas été facile parce que la partie 2021 de l'étude a été compliquée et le BVA a quand même bien absorbé le choc de l'étude et du changement de collecte. Et puis je veux remercier aussi le Conseil régional qui a permis de financer les 3 quarts de cette étude parce qu'autrement le CRT n'aurait pas pu mener cette étude. Voilà, j'ai fini. Avez-vous des questions, des commentaires, des observations? Si possible, auxquelles on saurait répondre? Qui ne voyait pas l'écran. Vous avez votre micro coupé. Il n'y a pas de questions particulières précises, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. On est tout. Je pense qu'on a aussi tous pris l'info là qu'on a besoin de digérer. Ça fait beaucoup d'infos. Oui. Non, s'il n'y a pas de questions, bien entendu,
que ce soit de compréhension même des différents tableaux, etc. Nous-mêmes, au sein de l'Observatoire, on pourra voilà, répondre aux questions de nos collègues des offices de tourisme si vous souhaitez voilà, vous faire expliquer certains points. Non, il n'y a pas aucune question dans... Damien, tu veux rajouter quelque chose ou Cécile également? Sinon, bah, écoutez... Non, a priori, pas de questions. Donc, la présentation a été enregistrée, elle sera diffusée, puisque certains de mes collègues se sont excusés. Et on tiendra à disposition les éléments. Ah, je me déconnecte, je me reconnecte, donc je ne sais pas. Voyons, il y en a qui sont en train d'écrire. Ah, on a peut-être des questions à l'écrit. En tout cas, je ne sais pas, Cécile, tu regardes s'il y a des questions à l'écrit? Il n'y en a pas. Il y a des remerciements. À ce stade, il y a des remerciements. Ah, ouais, moi, je voulais vous remercier pour cette analyse. Voilà, tous ces éléments qu'on va avoir besoin de digérer, qui nous confortent, qui nous font nous poser plein de questions aussi, mais qui nous rassurent aussi, je pense, sur les choix qu'on fait au fur et à mesure des années et qui vont encore plus nous orienter, notamment dans les grandes questions qui nous arrivent sur le schéma touristique départemental notamment. Et donc, toutes ces données vont encore un peu plus nous aiguiller et nous aider à prendre les bonnes décisions. Voilà. Et puis 64 pages, effectivement, 64 pour le département 64, bravo. Ne vous méprenez pas sur ma remarque sur les fêtes de Mont-de-Marsan. Je sais bien que ce n'est pas dans le 64, mais Stéphane est landais, je ne l'ai pas précisé. Aucunement. Je crois que Nicolas a essayé de nous Oui, on l'entend de très très loin, Nicolas. Ah, je suis désolé. Vous m'entendez là? Oui, mieux. On t'entend. Bon. Je vais essayer de parler fort. Est-ce qu'il y a des éléments de comparaison éventuellement avec d'autres régions, notamment en termes de niveau de satisfaction globale, et je pense notamment à des régions identitaires comme la Bretagne, la Corse ou l'Alsace, parce que là, on ne parle finalement que de nous, mais tous ces notes dans l'absolu ne veulent pas dire grand-chose si elles ne sont pas comparées à d'autres territoires. Mais est-ce qu'on a des éléments de comparaison avec d'autres territoires? Alors, nous, chez BVA, on n'en a pas énormément, en tous les cas pas sur les territoires que vous avez cités. Concrètement, on réalise une mesure quotidienne tous les jours, toute l'année depuis 2007 sur l'Île-de-France. Et on a également travaillé de manière ponctuelle sur la région PACA, même si malheureusement le dispositif, celui-là, a été interrompu par l'épisode épidémique. En tous les cas, ce qu'on a pu observer au fil de notre histoire, c'est qu'on a toujours des niveaux très élevés quand on parle de vacances. Donc malheureusement, je ne sais pas répondre à votre question de manière précise sur, comme vous le dites, c'est des territoires aussi marqués que la Corse, la Bretagne ou l'Alsace, mais voilà, on a rarement de mauvaises surprises en tous les cas en France sur ces éléments de satisfaction. Mais comme le précisait Stéphane, à un moment, ce qu'il faut vraiment travailler, c'est la bascule entre satisfait et très satisfait. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure en remarque qu'on pourrait presque peut-être imaginer à un moment une échelle d'évaluation qui rajoute encore un critère pour voir à quel moment le touriste se situe vraiment dans un domaine de l'excellence par rapport à un très satisfait. Donc voilà, je suis désolé, je ne veux pas botter en touche, mais malheureusement, on n'a pas d'indicateur précis, factuel à vous communiquer sur les territoires que vous avez cités. Je peux peut-être intervenir un petit peu sur les régions qui ont été citées, comme la Bretagne, l'Alsace. Il y a eu des enquêtes de clientèle qui ne sont pas tout à fait réalisées sur la même méthodologie. Sur la Bretagne, ça a été assez proche, mais ce n'est pas tout à fait la même. C'est bien le problème de la France, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas deux régions qui ont les mêmes méthodologies. On en a déjà parlé ensemble. Sur l'Alsace, je n'ai pas connaissance. Il y a une enquête de clientèle, mais qui n'est pas du tout sur la même méthodologie ni sur les mêmes redressements. C'est plus une enquête genre collecte annuelle qui est réactualisée. Voilà, les seules enquêtes qui sont un peu comparables, qui sont à peu près sur la même méthodologie, c'est PACA. C'est ce qu'a mené BVA sur PACA pendant... Combien de fois vous avez fait PACA, Fabien? Là, on était censé avoir fait la deuxième grande opération, mais on attend de pouvoir... Il y en a une il y a quelques années aussi. Voilà, si on veut vraiment comparer toutes les questions, c'est assez difficile. Voilà. Ok, merci. Philippe,
On est interrogé aussi sur, en fait, de comparer notre département aux autres départements de la région sur le volet satisfaction. Alors, oui, alors sur le volet satisfaction, à disposition, il y a la satisfaction régionale qui est en ligne, puisqu'il y a l'étude qui est en ligne. Je peux vous dire que vous êtes mieux que les autres, plutôt mieux. Après, c'est assez difficile de vous donner accès au PowerPoint des autres départements sans l'accord du département. Donc, c'est plutôt de nous situer parmi les autres départements. Oui, mais c'est quand même assez difficile de faire une hiérarchie si le département n'est pas d'accord pour communiquer. Parce que celui qui va se retrouver dernier, il ne va pas être content. Donc, je préférerais que vous le demandiez au département. Merci, c'était une question au moins tant que les... Oui, non, mais tant que les présentations de départements n'ont pas été effectuées dans tous les départements, ça serait embêtant s'il y avait quelque chose qui sortait, que les Pyrénées-Atlantiques soient 10 points au-dessus de la Creuse. Et que ça sortait dans la presse avant que ça soit présenté dans la Creuse. Après, on se débrouillera. Merci. Alors, j'ai dit la Creuse parce que c'est le département qui a le moins de pages. Parce que c'est le 19, c'est pas le 64. Oui. C'est bien comme ça que vous avez procédé. Le 19, c'est la Corrèze, Philippe. Ah oui, c'est la Corrèze, c'est vrai. Bon, il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut conclure. En tout cas, merci pour votre présentation. Merci toutes. Et merci à tout le monde. À bientôt. Merci à vous tous. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.